C'est jamais. Bonsoir, bienvenue dans After Sunday, l'émission qui débriefe le MotoGP. Évidemment, on va parler du Grand Prix d'Allemagne qui s'est tenu hier au Sachsenring, le 8e Grand Prix de la saison. Comme After Sunday est là, eh bien Alexis Delis est là également. Salut, bonsoir Alexis. Thomas Morcellino est là. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Vous inquiétez pas, on n'a pas perdu Michel parce que vous le voyez, Michel il est derrière moi. Il nous a snobé aujourd'hui, il a préféré rester dans le sud. Il a dit qu'il y avait trop d'orage dans le nord. Donc ça va Michel ? Ça va bien, ouais, ça va bien. Il fait toujours beau ? Toujours, bah, c'est dans le sud, tu connais. Hein. Ouais. Justement, c'est pour ça qu'on n'y est pas. Et puis, comme invité exceptionnel, ce soir, on est heureux de recevoir Christophe Guyot, le team manager du GMT 94. Bonsoir Eric, bonsoir à toutes et à tous. Bon, ça va Christophe ? Ça va très très bien. Bon, alors on reviendra vers toi, on va se tutoyer hein, parce que j'étais à Pau ce week-end, j'ai repercuté, ça faisait 31 ans que j'y étais pas allé et on s'était vu la première fois là-bas. Absolument. Bon, on va pas faire les vieux briscards, c'était au siècle dernier, mais bon, allez, on va tout de suite passer au sommaire de l'émission. Je vous rappelle qu'on est en direct sur les plateformes du module Motostation, sur les plateformes Facebook de Motostation, de Motojournal, de Motorevue et de Sans Concession. Vous pouvez donc interagir, poser vos questions. Alexis se fera votre relais, on sélectionnera les plus pertinentes et on les posera à nos experts, que ce soit Thomas, Alexis, Christophe ou même Michel, parce qu'il est loin, mais il va travailler quand même ce soir. Allez, pour le reste, je vous rappelle qu'en fin d'émission, eh bien, on aura le tirage au sort. Ils sont là, les bulletins gagnants. Oui, on a des gagnants au pronostic pour gagner le casque Shark Johan Zarco Replica. Donc on fera le tirage avec une main innocente, n'est-ce pas Christophe, en fin d'émission. Donc on commence tout de suite. After Sunday, l'émission qui débriefe le MotoGP, c'est tout de suite, on passe au débrief de Michel. Voilà, donc on passe au débrief de Michel Turcot. Et Michel, l'image du Grand Prix, l'image du week-end, c'est bien sûr le retour aux avant-postes et sur la plus haute marche du podium de Marc Marquez. Mais oui Eric, l'image c'est la victoire, hein, plus que le retour. C'est cette victoire incroyable. Alors on sait que le Sachsenring c'est le circuit de Marc, c'est sa 11e victoire d'affilée sur cette piste. Mais après 3 chutes de rang au Mans, en Italie, à Barcelone, même si les fans de Marc espéraient cette victoire, elle était quand même loin d'être acquise. Ben voilà, il a été à la hauteur. Il a dit que dès qu'il est arrivé le jeudi, il sentait qu'il pouvait faire quelque chose. Alors le Sachsenring, c'est chez lui, hein, c'est un circuit qui tourne à gauche, donc il a toujours été vite là-bas, on l'a dit. C'est comme d'autres circuits qui tournent à gauche, Aragon notamment, et Austin, hein, un autre circuit qui tourne à gauche où Marc a toujours gagné. Bon, alors ça tourne à gauche, c'est la pratique du flat track, c'est ce qu'il dit. Enfin, en tout cas, voilà, c'est son circuit. Il a été impérial, il s'est qualifié en 2e ligne. Donc, il savait qu'il pourrait aller au bout de la course sans être handicapé par son épaule droite. Il n'y a que 3 virages à droite au Sachsenring. Il a pris un excellent départ, un premier virage hyper agressif, il s'infiltre à l'intérieur de Quartararo, il se retrouve en tête. Et au bout de 4 tours, c'était son week-end, hein, quelques gouttes de pluie. Là, on sait que c'est des moments où il est très fort. Il a fait un petit break de 2 secondes qu'il a ensuite parfaitement géré. Alors, on craignait qu'en fin de course, il faiblisse un peu. Ce n'est pas la tenue le coup. Et malgré le fait d'être tombé sur les 3 précédents Grands Prix, il a bien géré la pression. Alors il a raconté qu'il s'était mis en tête que derrière lui c'était pas Oliveira qui le suivait, mais c'était son frère et qu'ils étaient à l'entraînement et que si il était rattrapé, ça serait pas grave. Donc voilà, une façon un peu de se décontracter sur cette fin de course et puis à l'arrivée une grosse émotion. C'est rare que Marc. Justement, c'est rare qu'on le voit ému comme ça et on sent vraiment qu'il revient de loin et ça, voilà, c'était vraiment super touchant. Alors la question par rapport à cette victoire qui est logique et que tout le monde se pose, c'est est-ce que ça y est, il a relancé la machine à gagner qu'il était, ou est-ce que c'est le contexte particulier que tu as expliqué, à savoir le circuit qui tourne majoritairement à gauche. Dès la semaine prochaine, c'est Assen, ça va être une autre paire de manches. Est-ce qu'on peut s'attendre malgré tout à le retrouver aux avant-postes ?
Alors, on peut s'attendre à tout avec Marquez. Maintenant, il a dit lui-même que Assen, ça serait une autre histoire. Voilà, il a profité. Tout s'est bien déroulé. Le circuit qui tourne à gauche, son épaule était moins sollicitée. C'est quelques gouttes de pluie qui lui permettent de faire la différence dans des conditions qu'il adore. Le Saxon Ring, c'est un circuit aussi où il n'y a pas beaucoup de grippe, c'est très court, les pilotes sont lisses un peu partout. Ça a aussi favorisé quelque part, enfin tout au moins handicapé sa Honda qu'à l'habitude. Donc voilà, c'était vraiment très favorable pour lui. Est-ce qu'il sera dans le coup la semaine prochaine à Assen? Dans l'idée, ça va être beaucoup plus difficile. Assen, il y a des changements de direction très rapides qui risquent de souffrir comme il a souffert au Mugello. On sait que les Yamaha seront hyper performantes là-bas, et notamment Fabio. On sait qu'il va très vite à Assen. Donc ça sera plus compliqué. Mais maintenant, voilà. Ce qui est sûr, c'est ce qu'il a dit. Il a refait le plein. Il avait plus d'essence. Cette victoire lui a permis de refaire le plein, donc forcément sur le plan du moral, ça va lui donner un coup de fouet. Ça va aussi pour tout son entourage, ça va faire un bien fou d'avoir 581 jours quand même sans avoir gagné, c'était incroyable. On en parlera tout à l'heure avec Thomas sur son instant stat. Effectivement, ça va redonner un peu de morale aussi au staff Honda. Alors, on va enchaîner sur l'effet marquant, Michel, de ce Grand Prix d'Allemagne, et tu l'as évoqué rapidement, mais c'est Fabio Quartararo, encore une fois sur le podium. Au début de course, on pensait que ça serait compliqué, et puis finalement, il a super bien géré. Il a été hyper intelligent. On se souvient que l'an dernier, il n'y a pas eu de course sur Saxon Ring, donc il avait déjà couru une fois avec la Yamaha en 2019. Il était tombé en début de course en se précipitant. Là, cette fois, il a été intelligent. Il a très vite compris que Marquez Oliveira avait quelque chose en plus. Donc, quand il les a vus partir, il s'est pas dit je vais doubler tout le monde pour essayer de rester avec eux, sachant que de toute façon, il ne pourrait pas essayer de les battre. Donc, il a pris son temps pour passer les Ducati. Son objectif, c'était de finir devant les Ducati par rapport au championnat. Pour le championnat. On sait que Marc est très loin. Il ne représente pas un danger au classement général, pas plus qu'Oliveira, même si Oliveira, on en parlera après, est en train de bien revenir. Voilà, son objectif, c'était de limiter la casse. C'est ce qu'il a fait, ce qu'il a parfaitement fait. Il a attendu le bon moment pour doubler et assurer sa troisième marche du podium. Donc c'est superbe course. Voilà. C'est vrai qu'aux essais, on pensait qu'il serait un petit peu mieux en course. Il a été assez performant, même s'il est tombé d'entrée. Donc voilà, il dit il n'a jamais eu du week-end le feeling qu'il avait eu sur les courses précédentes. Mais bon, il a géré ça très bien, sans s'énerver, restant calme. Et voilà, il a fait le job. Ok, messieurs, il vous a inquiété à un moment ou pas, Fabio? Sa course, vous étiez plutôt serein ou à un moment vous êtes inquiété? Perso, moi, à un moment, j'ai eu un petit passage de doute, quoi. Surtout quand il s'est mis à pleuvoir aussi. Je le voyais pas non plus sur le podium à l'arrivée quand il a commencé à rétrograder un peu, et c'est là qu'il a montré que justement, pour moi, là, il est très fort. Il vient assurer un podium dans ces conditions difficiles, et surtout quand on voit le résultat des 3 autres Yamaha qui est catastrophique, on en parlera plus tard. Fabio, il est tout seul au milieu de la meute et il n'a pas fait d'erreur. Il s'est battu, il s'est pas énervé quand on l'a doublé, et il a attendu son moment dans la course pour revenir 3e. Joli. Christophe? Je rejoins complètement Michel sur le fait qu'on pouvait le voir favori avant la course. Rappelons qu'en FP4, il a fait 20 tours d'affilée, c'était le seul, il fait un seul run, 20 tours. Et là, on a l'impression qu'il domine le sujet. Et en course, c'est vrai que c'est là qu'il était extrêmement intelligent. Il aurait pu partir avec l'idée qu'il allait gagner. Il s'est vite rendu compte, comme le dit très bien Michel d'ailleurs, que Oliveira et Marquez seraient difficilement atteignables, et donc il était hyper intelligent. Parce que vous partez pour une course, vous pensez que vous allez la gagner, et vous arrivez à gérer ça, gérer même la frustration pendant la course, c'est très fort, très fort. Thomas? Non, écoute, oui, en plus, tu le soulignais, c'est vrai que c'est le meilleur représentant Yamaha, et surtout, autre chose, c'est que c'était aussi le seul représentant Yamaha en Q2, parce qu'il n'y avait pas d'autres Yamaha en Q2, et ça montre que avec l'arme qu'on lui donne, il arrive à tirer son épingle de jeu, même dans des conditions plus difficiles. L'arrivée de la pluie, le fait qu'il ne soit pas au niveau d'Oliveira ou de Marquez, et il termine quand même sur le podium, donc belle performance, quoi. Et Michel, je ne sais pas ce que tu en penses, c'est vrai que quand on écoute les propos de Fabio, il désigne Oliveira, maintenant probablement son plus gros opposant pour le titre. C'est aussi ton avis? Ça tombe bien, il nous fait les transitions, Alexis. On voulait parler d'Oliveira, donc on va en parler maintenant. T'as raison, Alexis. Alors, ce qui est sûr, c'est que c'est actuellement
C'est le pilote qui est vraiment sur le bon momentum, comme on dit. Ça fait 3 grands prix de suite qu'il est sur le podium. Je pense qu'aucun autre pilote n'a enchaîné depuis le début de l'année 3 podiums. Donc voilà, donc 3 podiums avec une victoire, une deuxième place. Donc il est en forme. Maintenant, il a quand même un déficit de points. Si Fabio gère correctement son avance, ça va être difficile de le combler. Ouais, Fabio a 131 points au soir du Grand Prix d'Allemagne et Oliveira il est à 74, donc il y a quasiment 70 points d'écart, quoi. Donc ça fait effectivement ça fait une avance confortable, mais on sait que ça peut vite basculer quand même. Oui, ça peut vite basculer. Après, c'est clair que la KTM a progressé, puisque Binder est pas loin non plus, donc voilà, nouveau châssis, nouvelle essence, et puis surtout, voilà, je pense qu'Oliveira a attaqué la saison avec de gros objectifs après sa victoire à la dernière course l'an dernier au Portugal. Je pense qu'il s'est mis peut-être un peu trop de pression. On sait aussi qu'en début d'année, les KTM, enfin les pilotes KTM ont été un peu perturbés par le changement de pneu avant, enfin le changement de pneu avant, le fait de plus disposer du pneu avant le plus dur que de Michelin. Donc il a fallu qu'ils retravaillent un petit peu la base de réglage de leur moto. Ils y sont arrivés. Et en ce moment, ça fonctionne bien. Donc, on va voir à Assen ce que ça donne. Après, il y aura l'Autriche. On sait que l'Autriche, ils sont pas mal là-bas. Oliveira a gagné là-bas l'an dernier, donc ça devrait être aussi bien, quoi. Après, voilà, il y a des circuits sur la deuxième partie du championnat où on n'a pas couru l'an dernier, donc ça sera intéressant de voir ce que les uns et les autres vont pouvoir y faire. 2 Grands Prix en Autriche. Ouais, 2 Grands Prix en Autriche, puisqu'il y a eu l'annulation de la Finlande. Voilà. On a parlé de Fabio, on va aussi parler de Johan, Michel, puisque en fait, on reste sur. Alors, j'espère que Thomas va pas me contredire, sur 6 pôles consécutifs françaises, puisque Johan a signé la pôle, même si on espérait beaucoup, lui était un peu plus lucide quant à l'issue de la course. Ouais, il a signé une super pole d'un cheveu devant Fabio. Mais bon, il était évident qu'il avait, en termes de rythme, c'était pas ça, quoi. Bon, après, il a fait un bon début de course, il s'est accroché devant, mais très vite, quand son pneu arrière a commencé à faiblir, voilà, ça s'est compliqué et il a perdu du terrain. Donc c'est vrai qu'à l'arrivée, il était un peu frustré, mais comme il l'a dit, voilà, je vais pas rester sur cette frustration. Au final, on n'était pas très bien, mais je fais pas non plus une mauvaise opération. 8e du point. Fabio ne termine que 3e, puisqu'aujourd'hui, ben voilà, c'est le pilote qui le précède. Donc, il sait qu'il reste dans le coup, il sait qu'il n'est pas forcément le favori, mais il joue sa carte. Johan, il est, en tout cas, pour l'instant, leader de l'armada Ducati, hein, même s'il a terminé cette fois derrière Miller et Bagnaia. C'est lui le plus constant pour l'instant. Ouais, il a 9 points d'avance sur Miller et 10 sur Bagnaia. Donc ça reste très serré, mais en tout cas, comme tu le dis, Michel, il est devant. Thomas disait tout à l'heure, on va revenir sur Yamaha. Ça sera le dernier point marquant que tu as relevé sur ce Grand Prix d'Allemagne. Un point marquant qui se traduit par le malaise Viñales. C'est une descente aux enfers pour lui. Et c'est surtout, comme le disait Thomas, hormis Fabio, un peu à l'image de ce qu'on pourrait transposer chez Honda quand il y avait Marquez au top de sa forme, il y a Fabio et les autres, ils sont derrière. Ouais, les autres sont derrière, et c'est vrai que Viñales, là, il est en train de péter les plombs. Bon, on se souvient tous de ses débuts en Moto 3 quand il avait claqué la porte de l'équipe espagnole. C'est pas vrai. Ouais, et on se demande comment ça va finir, parce que là, il a eu des propos. Ouais, il a dit que, en fait, Yamaha ne le respectait pas ou plus, voilà. C'est ça? Voilà, bon, tout ça, pourquoi? Parce qu'on lui conseille d'utiliser les réglages de Fabio. Donc lui il dit, bah non, moi je suis pas Fabio Quartararo, donc je dois rouler avec mes réglages. Le problème c'est qu'il a déjà changé de team de chef mécanicien. On sait qu'il a écarté son team mécanicien pour récupérer Silvano Galduzera, donc qui était Esteban Garcia. Voilà, des changements qui, alors sur le moment, c'est super. Voilà, on a trouvé des solutions. Puis finalement, la course d'après, il est à la rue. Donc là, on sait qu'il a un mental friable, mais là, les propos qu'il a tenus envers l'encadrement Yamaha, je pense que ça va pas l'aider. Voilà, maintenant il a un contrat jusqu'à la fin de 2022. On peut arriver à certains imaginent. On peut arriver à une situation, Michel, de rupture, tu penses?
Que ça soit de son côté ou Maverick, même de Yamaha, est-ce que Yamaha peut aller jusqu'à se séparer de lui en dépit de son contrat? Je pense que s'il continue, enfin après, je sais pas, je suis pas avocat, mais si la situation s'envenime et qu'il y a des échanges de ce type, est-ce que ça peut être une faute grave? Est-ce qu'on peut le licencier? J'en sais rien. Ou après, est-ce que la solution, ça peut être de le faire passer dans l'équipe Petronas et de faire monter Morbidelli? Ça serait bon. Sportivement, ça pourrait avoir du sens. Maintenant, après, je pense qu'en termes de contrat, etc., ça paraît compliqué. Mais en tout cas, ouais, il est sur la pente descendante. Et c'est vrai que du côté de Petronas, Morbidelli fait encore une course. Alors, Morbidelli, lui, il se plaint de son matériel. Rossi est à la rue. Donc, c'est vrai que là, aujourd'hui, chez Yamaha, heureusement, c'est un peu comme chez Honda, heureusement qu'il y a Marquez. Et là, chez Yamaha, c'est heureusement qu'il y a Fabio, quoi. Contrairement à Ducati et KTM, où là, il y a beaucoup plus de pilotes qui sont performants sur la même moto. Moi, je ne veux pas faire l'avocat du diable. Après, je veux juste rajouter des petits bémols par rapport aux performances de Vignales. Juste le fait que déjà, il est tombé en F3, donc il a manqué la Q2 d'office. Ensuite, il est passé en Q1 et après, il a été, comme beaucoup encore ce week-end, pénalisé par le drapeau jaune, ce qui fait qu'il n'a pas pu faire son dernier chrono. Et c'est aussi pour ça qu'il se qualifie aussi mal. Donc, c'est pas que lié à la contre-performance d'un éventuel Yamaha, c'est aussi le fait qu'il se fait piéger comme beaucoup par le drapeau jaune. Et on l'a vu, sa frustration après la Q1, quitter le box directement. Donc, Après, il y en a d'autres qui se qualifient mal et puis qui font des belles oui, non, bien sûr, non, mais tu veux parler des Suzuki, par exemple? Non, mais je veux dire qu'il y a eu pas mal on l'a vu, même en fin de Q2, quand il y a eu pas mal de chutes, beaucoup ont coupé parce que de toute façon, on ne peut plus faire de chrono quand il y a... Christophe, toi, tu représentes Yamaha depuis quelques années. Est-ce que tu peux comprendre qu'un pilote puisse dire que la marque lui manque de respect? Non, mais ça date pas de cette année. Je pense que là, à ce niveau-là, au niveau du management, il y a quelque chose d'assez curieux. On peut pas, les pilotes ont des contrats dans lesquels on peut pas non plus, on peut laver son linge sale, mais en famille. Et puis après, surtout quand on est payé des salaires pareils, quand on a au niveau de Vignales un ingénieur, Silvano Galbucera, j'ai eu la chance de le rencontrer, de travailler un petit peu avec lui, c'est du très haut niveau. Il faut imaginer le bonhomme que c'est de critiquer techniquement un personnage tel que Silvano, c'est fou. Et je dirais que de toute façon, s'il y a une surprise, c'est pas trop Vignales, parce qu'on sait qu'il est capable d'être très irrégulier. D'abord, il a gagné au Qatar, après il fait plus rien. Chez Suzuki, c'était un peu pareil, il gagnait une course, après on le voyait plus, puis il regagne une course. C'est pas très surprenant. En revanche, je m'adresserai presque à Michel là-dessus, je comprends pas Morbidelli. Je trouve que c'est plutôt la surprise, pour moi, elle est plutôt là. La déception, la déception, si on peut dire ça comme ça. Oui, c'est étonnant. L'an dernier, il joue le titre jusqu'à la fin, quand même, de champion du monde. Il est tout le temps là, et là, on le voit plus beaucoup. C'est assez étonnant. Je pense qu'il y a deux facteurs à ces contre-performances. Le premier, c'est quand même qu'il a toujours la même moto, c'est-à-dire qu'il a la moto 2019. Alors l'an dernier, il s'est avéré qu'elle était plus performante, en tout cas plus aboutie, contrairement à la moto Factory 2020 des trois autres pilotes qui manquaient de mise au point parce qu'il n'y avait pas eu les tests hivernaux, parce qu'il y avait eu le Covid et qu'ils n'avaient pas pu travailler dessus. Aujourd'hui, cette moto, ils ont réglé les problèmes, elle est performante, alors que la sienne, c'est toujours la même. C'est toujours la même et tous les autres ont progressé. Et lui, bien évidemment, il s'agace de cette situation. Donc le matériel est pas plus performant, voire moins. Et lui, il se décourage. Il a eu en début de saison, il avait des problèmes de réglage du train arrière. Donc ça s'est mal, ça a mal démarré. Lui, c'est pareil. Les relations sont tendues avec Yamaha, avec le team. Qui dit mais pourquoi moi je suis champion du monde? Alors on peut le comprendre. En même temps, le deal au départ, il était clair, c'est que tu vas garder cette moto parce qu'il y a eu le Covid, parce que les contrats étaient signés. Donc on peut comprendre sa frustration, mais en même temps, on peut comprendre aussi la position de Yamaha. Enfin, tout ça fait que quand on joue au dixième, au millième, le moindre grain de sable dans la machine, le moindre coup au moral, les autres sont devant. Hein. Alexis, une question? Pour revenir sur le cas Vignales, on a une question de Simon de Paris qui revient d'ailleurs sur des propos d'Éric Deseine dans notre précédente émission qui disait que Vignales ne supportait pas la pression avec les résultats de Fabio. Qu'est-ce que tu en penses, Michel? C'est vrai est-ce qu'il a du mal à assumer le fait qu'aujourd'hui, alors qu'il devrait être le leader de cette équipe, Fabio performe bien mieux que lui? C'est sûr qu'il vit très mal. D'ailleurs, ses commentaires en disant moi je suis pas là pour rouler avec les réglages de Fabio, c'est complètement idiot parce qu'on sait très bien que dans une équipe quand il y a un leader, les autres ils essaient au moins les recettes de celui qui gagne avec la moto. Oui. Alors il a beau dire mon pilotage c'est pas le même, je pense que là en l'occurrence ça serait à lui
de se dire, ben voilà, Fabio, il exploite cette moto très bien, je vais essayer de faire aussi bien que lui, peut-être en utilisant sa recette. Voilà, je pense que chaque moto a ses spécificités, il faut essayer de les utiliser au mieux. Donc, s'il y en a un qui a trouvé la bonne recette, il faut être intelligent et essayer de l'appliquer aussi. Pour terminer rapidement, Michel, sur le volet Vignales-Yamaha, on l'a évoqué aussi dans l'émission en disant par rapport aux performances de Rossi, qui a une moto factory, enfin la moto de cette année, est-ce que tu penses qu'on pourra arriver quand même à contenter entre guillemets Morbidelli en les faisant switcher de moto, ou est-ce que ça c'est une situation qui sera totalement utopique? C'est compliqué tout ça. Après, les motos sont différentes. Je veux dire, le faire passer sur cette moto, bon, déjà, je doute que Rossi a envie de finir si on imagine qu'il termine sa carrière cette année, de terminer avec une moto qui sera pas non plus la même. Voilà, il faut prendre des habitudes, il faut travailler, il faut régler. On sait qu'il n'y a pas beaucoup d'essais, on sait changer tout ça en cours de saison. Est-ce que ça a du sens? J'en suis pas certain, quoi. Je sais pas ce qu'en pense Christophe. Je suis complètement d'accord, c'est une évidence. Hein. De toute façon, on est aussi dans le championnat du monde de vitesse. On ne peut pas parler de coéquipiers à ce niveau-là. C'est vraiment des adversaires. Et c'est sûr que c'est pas Valentino Rossi qui va lâcher l'affaire. D'autant qu'il est en difficulté, il va en plus abandonner sa moto et faire encore moins bien que ce qu'il fait aujourd'hui. Oui. Surtout que sous ses beaux sourires, c'est pas forcément le plus tendre du plateau, Valentino. Michel, on clôture ces 5 faits marquants du Grand Prix d'Allemagne donc par cette problématique et ces polémiques à venir du côté de chez Yamaha. On va surveiller ça et on va passer maintenant à l'instant stat avec Thomas. Alors Thomas, à l'instant stat de ce week-end, il est en référence à Marquez et on va dire qu'il est placé sous le signe du 11. Exactement, bon, j'ai plein d'autres chiffres que je vais citer aussi, mais effectivement le 11, donc on le sait, c'est sa 11e victoire au Sachsenring, la 11e d'affilée, bien évidemment. Il égale Agostini qui avait fait pareil aussi au Sachsenring par le passé. Surtout, cette victoire survient 11 mois et 1 jour après sa blessure l'année dernière donc à Jerez. C'est la 11e victoire d'affilée aussi pour Honda au Sachsenring. Et surtout, c'est aussi la 11e fois qu'il gagne une course en menant de bout en bout sur la ligne. Donc, depuis qu'il est arrivé en MotoGP. Et c'est l'un des rares, si ce n'est le seul à avoir fait ça depuis le début de la saison. Ah oui, c'est le seul à avoir fait, d'avoir mené du début à la fin. C'est le seul à avoir fait cette saison. La dernière fois, c'était Oliveira au Portugal l'an dernier. Et voilà. Et certains diront que les premiers rapports de son opération en décembre dernier, l'opération aurait duré 11 heures. Donc, est-ce qu'il va changer de numéro, à ton avis, Michel? Mais voilà, donc le 11 aujourd'hui porte chance à Marquez. D'autres chiffres, là on est sur donc 4 courses consécutives avec 4 marques qui ont gagné, 4 marques différentes qui ont gagné. Donc ça c'était pas arrivé depuis 1975, donc ça c'est aussi à souligner, donc c'est quand même intéressant. Donc on a eu. Est-ce que ça veut dire qu'on est en train d'assister à un nivellement du plateau ou c'est les circonstances qui font que? Je pense qu'il y a les circonstances, mais il y a aussi le fait que l'année dernière Honda n'avait pas gagné, donc là ils ont gagné. Il faudra peut-être attendre aussi une victoire de Suzuki, donc je sais pas, il va y avoir, oui, effectivement, je pourrais pas dire, effectivement. Donc après, peut-être Michel pourra nous répondre par rapport à ça, ou Christophe. Non, Michel d'abord. Non, mais je pense qu'aussi on peut souligner, ce que j'ai pas fait, mais souligner la belle course aussi d'Aleix Espargaro. Hein. Oui, donc, Aprilia, le niveau général est. Et pourtant, Alex Espargaro, il dit que Aprilia n'est pas encore prêt pour monter sur le podium. De fait, il n'y est pas. Oui, non, c'est sûr, mais que en gros, ça veut dire que lui, il se sent prêt, mais que la moto lui permet pas. En gros, ça veut dire ça. Après, c'est compliqué chez Aprilia. Avec le respect qu'on doit à Lorenzo Savonari, Aleix Espargaro, il est tout seul, donc c'est difficile on peut pas faire de comparaison. Donc, je serais curieux de faire monter un autre pilote sur cette moto et de voir ce qu'ils pourront faire. Christophe. En fait, ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est quand même une victoire de Dorna, du promoteur. C'est-à-dire que, rappelons-nous, il y a une dizaine d'années, quand il y avait le MotoGP en difficulté, je me rappelle dans MotoRevue avec Michel, il y avait des grandes questions qui se posaient sur l'avenir même du MotoGP, et donc il y a eu l'introduction des CRT, etc., et surtout la révision complète du règlement électronique unique, des motos beaucoup plus homogènes. En termes de pneumatiques aussi, tout le monde a les mêmes. Et ça veut dire que là, on a renforcé un plateau, on a permis en tout cas à tout le monde de se renforcer.
Alors ce ne sont pas des coupes, hein, bien entendu. Mais en attendant, on a aujourd'hui, c'est vrai, sur le papier, toutes les motos en mesure de gagner. C'est un bras de fer colossal dont il faut se rappeler entre Dorna et en particulier Honda et Yamaha, qui n'étaient pas du tout d'accord. Dorna qui avait ouvert la porte à Ducati avec l'électronique libre, avec les réservoirs de 24 litres, il y avait toute une histoire comme ça. Et c'est un combat gagné, remporté pour moi par Dorna. Cette possibilité aujourd'hui à tous de gagner. Et puis, ce qu'il faut rappeler aussi, ce qui a permis ce nivellement des performances, c'est les concessions. Un constructeur qui revient ou qui est en difficulté, il a des avantages qui lui permettent de recoller au paquet, tout simplement. Et ça permet un plateau super homogène. Après, si on veut être l'avocat du diable, si Marquez il se blesse pas, il a quand même combien de saisons d'affilée derrière lui avec le titre. Et pourtant, les concessions et alors là, on pourrait dire que c'est quand même Marquez qui est au-dessus. Voilà, non mais je sais pas ce que en pense Michel également, mais je veux dire, si on remet les choses en ligne entre guillemets, bien sûr qu'il y a eu ce travail-là, mais Marquez, il faisait triompher Honda comme à la parade, quoi. Oui, mais on s'est rendu compte l'an dernier, juste comme ça, on s'est rendu compte l'an passé que c'est justement Marquez qui était le meilleur. L'an passé, on a pu voir 9 pilotes différents remporter un MotoGP, un Grand Prix, alors qu'avant, Marquez en gagnait 1 sur 2. Et c'était jamais le même le deuxième. Donc c'est-à-dire que le niveau n'avait pas changé en soi. Simplement Marquez n'était plus là. Donc c'est un petit peu comme dans tous les sports de très haut niveau. Vous avez en tennis toujours un Nadal ou un Federer qui arrive. Voilà. Non mais si c'est vrai. Vous pouvez mettre toutes les poules que vous voulez au départ. Vous avez toujours la même à l'arrivée. Donc là en moto on avait Marquez et puis l'an passé il a disparu. Alors cela dit on a quand même l'émergence de Fabio Quartararo. Michel, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je dis, il ne faudrait pas non plus que la victoire de Marc, elle masque la réalité de chez Honda. Ça reste une catastrophe. Alors c'est vrai que du coup, il a mis un coup d'arrêt à la longue période sans victoire. Mais Paul Espargaro est encore à plat ventre. Il en est à 12 chutes. Je crois que son record, si Thomas m'a bien renseigné, c'était 14 sur la saison. Donc après 8 Grands Prix, il a déjà quasiment atteint son record de chute en une saison. Alex Marquez est perdu, Nakagami pareil. Donc c'est vrai que chez Honda, ils sont nulle part. La moto, elle est d'ailleurs, on se demande comment Marquez arrive avec un bras handicapé. Diminué, on va dire. Une épaule encore très faible arrive à faire ce qu'il a fait hier. C'est extraordinaire. Donc ça en dit encore plus long sur son talent et ses qualités de pilote, quoi. Thomas, tu termines? Ouais, 2 chiffres encore. Donc grâce à Fabio, Yamaha mine de rien fait son 749e podium en catégorie Rennes. Donc prochain podium, ce sera la 750e. Donc voilà, il n'y a que Honda qui devance. C'est pas mal ça comme chiffre. Ouais. La prochaine, ça sera 750. C'est combien pour Honda? 851, je crois, ou 852. Il y a une centaine on a atteint les 850 l'année dernière. Donc il y a encore une centaine de podiums à rattraper. Et ensuite, un petit chiffre autour de Zarco, un peu ce qu'on disait avec Michel, le pool leader pour l'instant du MotoGP. Parce que là, il enchaîne, donc il a signé sa 6e pole position et il fait partie maintenant, c'est le pilote qui compte le plus de pole position pour l'instant en catégorie Rennes, mais qui n'a pas gagné. Donc, Allez, affaire à suivre. On va passer maintenant à la chronique d'Alexis. Alors Alexis, ta chronique, comme tout Grand Prix, par le Moto 2, et comme à chaque fois, c'est important. Et puis la passe de 3 pour Rémi Gardner, premier Australien, Thomas. On a eu un débat là-dessus, a remporté 3 courses d'affilée en catégorie intermédiaire. Donc ça, c'est voilà, on sait qu'il sera en MotoGP l'année prochaine, quelle que soit l'issue de la saison. En tout cas, il marque les esprits. Et puis, il n'a eu qu'un seul rival en Allemagne, comme ses dernières courses d'ailleurs, c'est Raúl Fernandez, son coéquipier, qui est malheureusement rapidement parti à la faute. Derrière, il était clairement un ton au-dessus, Rémi Gardner. Aaron Canet et Marco Bezzecchi complètent le podium. Côté Moto 3, revoilà Pedro Acosta. Un petit peu plus discret ces dernières courses. Le leader du championnat frappe fort avec sa 4e victoire de la saison. Kaito Toba et Denis Foggia sur le podium. Denis Foggia qui récupère le podium aux dépens de Jérémy Alcoba qui a mordu sur le VR. Bon, comme à chaque course. Voilà. Il faut qu'il y ait le petit lot. Ouais. Un petit mot sur Pedro Acosta justement. C'est le premier rookie, parce qu'on parlait de Viñales tout à l'heure. C'est le premier rookie à gagner 4 fois sur la même saison, sur sa saison de rookie depuis Viñales en 2011. Donc c'était en 125.
Il faudra voir qui a gagné le plus de courses sur sa saison de rookie parce que la Là, saison, je pense que elle est c'est pas fini. Donc là, justement, je suis en train de regarder, mais là, c'est plus compliqué de retrouver les rookies des années précédentes. Donc, Il y a aussi de la Rookies Cup ce week-end. Un dernier mot, Moto 3, Lorenzo Felon. Exact, Eric, bien vu, Lorenzo Felon, son meilleur week-end de la saison. Malheureusement, c'est terminé par terre, mais qualifié en deuxième ligne, 6e position, Lorenzo Felon, donc il y a eu un vrai déclic ce week-end. Et il était dans le groupe de tête pendant une bonne partie de la course jusqu'à sa chute. Donc ça, c'est vraiment de bon augure pour la suite. On espère qu'il a vraiment trouvé quelque chose. Ouais, un déclic. Voilà, à suivre à Assen. Ok. Rookie Cup. Donc. Rookie Cup, David Alonso, dont on a déjà parlé, qui gagne la première course du week-end et qui mène toujours le championnat. Et en deuxième course, c'est l'Italien Matteo Bertel, en fait, qui profite d'un crash collectif à l'entame du dernier tour avec les 3 premiers du championnat qui se mettent par terre. Donc du coup, il récupère sa première victoire en Rookies Cup. Dans l'actu du paddock, un nouvel hommage à Jason Dupasquier, qui nous avait quitté au Mugello. Son numéro de course, le 50, sera retiré des numéros que les pilotes Moto 3 peuvent choisir en début de saison. Donc il y aura plus de 50 sur la grille dans la de catégorie, départ. Ouais. Une actu côté du team Gresini. Oui. On le sait, qui est associé à Aprilia depuis de nombreuses années en tant que structure indépendante, mais c'est le team officiel Aprilia qui gère tout. L'année prochaine, ils retrouvent leur indépendance et un autre constructeur avec Ducati. C'est ce que Michel nous avait plus ou moins laissé entendre lors du dernier After Sunday. Donc ça a été validé. C'était une décision de toute façon antérieure à la disparition de Fausto Gresini, de se séparer d'Aprilia. Et puis pour piloter ces 2 motos, 2 Italiens qui ont déjà roulé pour Gresini, avec Enea Bastianini qui roule cette saison déjà en MotoGP et Fabio Di Gianantonio qui roule pour le team Gresini en Moto 2 et qui donc montera en MotoGP l'année prochaine. Ça fera 2 rookies déjà d'assurés avec Rémi Gardner. Et du côté de Ducati, c'est pas fini puisque Michel, peut-être tu peux nous confirmer, enfin tu nous en as déjà parlé, mais la maison VR46 risque de récupérer aussi les 2 autres Ducati, c'est ça Ouais, a priori ça devrait être même annoncé après-demain si mes informations sont bonnes. D'accord. Donc ça fera 8 Ducati sur la grille. Je crois qu'on a déjà connu ça il y a quelques années avec le team Aspar notamment qui avait des Ducati. Bon, c'est une stratégie de la part de Ducati d'avoir beaucoup de motos et on l'a dit tout à l'heure, ils ont beaucoup de pilotes qui peuvent jouer devant, donc c'est peut-être pas une mauvaise stratégie. A priori, vas-y Michel. A priori, l'association avec VR46 porterait aussi sur la formation de jeunes pilotes, donc il y aurait plutôt un projet à long terme. On sait un temps Daligna avait envisagé de construire une Moto 3 pour faire un peu comme KTM, avoir un peu une filière Ducati, et donc le projet Moto 3 a été écarté. En revanche, l'idée ça serait de s'associer avec VR46, avec l'académie de Valentino Rossi, donc pour créer une pépinière et avoir un petit réservoir pour les années à venir. Donc Michel, juste une petite question, ça voudrait dire que Rossi ne terminerait pas ambassadeur pour Yamaha comme on l'aurait pu le croire après sa carrière en MotoGP? Si on en croit ce que nous disait Eric De Seine lors de sa visite la dernière fois, la structure VR46 associée à Ducati, ça empêcherait... Ça pourrait pas empêcher Rossi d'être ambassadeur à titre personnel d'une autre marque. On le voit d'ailleurs avec Max Biaggi qui a son team en Moto 3 et qui est aussi ambassadeur Aprilia, qui est dans le box Aprilia MotoGP. On passe au FSBK. Il y avait du FSBK ce week-end. À Pau-Arnos et fin de série pour Valentin Debise qui ne remportera pas toutes les courses de la saison. Il a été battu en première manche par Mathieu Ginès. Alors un choix de pneus peut-être pas le plus judicieux pour Valentin Debise, mais qui s'est bien rattrapé en deuxième manche. Et qui s'impose. Donc deuxième, premier, ça reste très solide. Mathieu Ginès qui fait deuxième de la deuxième manche. Et puis Kenny Forêt sur le podium des 2 manches. Donc c'est les 3 mêmes qu'on retrouve aux avant-postes chaque week-end. Un mot d'Alan Tescher qui s'est blessé. Vertèbre fissurée, poignet cassé. Donc on va pas le revoir tout de suite. Alan, on lui souhaite un bon rétablissement. Et puis côté super sport,
pas de surprise, Valentin Debise, Voilà. encore une On fois, les met en qui fait le doublé devant Ludovic Cocchi. Qui fait 2 fois deuxième, donc son meilleur dauphin, mais à bonne distance quand même. Et puis là aussi un mot, il y a eu beaucoup de blessés ce week-end à Pau-Arnos pour Tom Berceau, qui a lourdement chuté Et qui avait la pole, et qui avait fait la pole. quand même. Quand même. C'est noté. Quand même. Ah bah oui, devant Valentin Debise. Oui, non, mais c'est clair. En Moto 3, OGP, Objectif Grand Prix. Alors là aussi, on avait un autre pilote qui était en route pour le Grand Chelem et ça sera pas possible. C'est Amaury Misera qui s'est cassé la clavicule. Ouais. Donc 0 pointé pour Amaury Misera. Et du coup, c'est Matteo Roman ou Roman, je sais pas, il m'excusera. En profite pour faire le doublé et recoller au championnat. Donc ça va être intéressant de suivre les prochaines courses. Et est-ce que Amaury Misera sera bien remis à Manicourt? On a discuté avec son papa. Il y a d'autres éléments qui font que ça a été un week-end très compliqué pour la famille Misera à Pau-Arnos. Il y a une chose qui est bien, c'est que la fédération a pris ses responsabilités. Le moteur, parce qu'il faut parler de ça comme ça, de Amaury a été démonté et le contrôle technique a déclaré que tout était conforme. Donc au moins ça va remettre un petit peu de calme dans le paddock. Ça sera déjà une bonne chose de faite. Le seul problème, c'est qu'il a effectivement la clavicule et Amaury il a 14 ans. Est-ce que ça vaut le coup de l'opérer? Est-ce qu'on laisse la fracture se ressouder d'elle-même? Donc ça, c'est un peu le dilemme d'Eric. Et je dois dire que Eric Misera, en quittant Pau, il en avait un peu plein le dos, si je peux m'exprimer comme ça. Et bon, sous le coup de l'émotion, il dit qu'il ne reviendrait plus. Donc je pense que s'il ne revient plus, il donne raison à ses détracteurs et c'est pas la meilleure solution. Je pense que pour Amaury, qui est quand même un jeune pilote performant, Amaury, il doit revenir, il doit remettre les choses à plat, gagner, et puis à ce moment-là, il partira et personne ne pourra rien dire. Voilà, c'est mon avis et je le partage. À suivre. Un mot du Super Sport 300 avec Alexis Boudin qui gagne la première manche, mais s'incline devant Florent Dacunha dans la deuxième. Donc lui aussi un solide week-end pour Florent Dacunha. Et Alexis Négrier reste quand même leader du championnat. Et puis enfin, on va faire un petit hommage à Jean-Louis Mussel, victime d'une crise cardiaque durant ce week-end à l'âge de 68 ans. C'était un commissaire de piste très connu, hein, vous le connaissiez aussi d'ailleurs, messieurs. Il était sur les paddocks du championnat de France depuis 1995. Oui, puis une grosse pensée pour sa femme, Coco, Corinne, qui était sa compagne depuis tout le temps. C'est des gens passionnés et Jean-Louis, c'était un commissaire de piste, mais dévoué comme tous les commissaires bien sûr, mais engagé également, qui d'ailleurs au moment du Covid conseillait vraiment tout le monde de rester chez soi, et Coco était toujours avec lui et c'est vrai qu'on pense beaucoup à elle. Voilà. Merci Alexis pour cette chronique. On va passer au jeu concours parce que avant de donner la parole à notre invité Christophe Guyot, voilà, il est là, le petit pot magique, parce que oui, il y a eu des bonnes réponses sur le pronostic du Grand Prix d'Allemagne. Donc là se tient le nom, peut-être, ça sera le vôtre, du vainqueur du casque. On le rappelle, Shark Race Pro, Johan Zarco Replica. Alors la main innocente, ça va être celle de Christophe Guyot et qui va tirer un nom. Je vous promets que c'est pas truqué. Rien que de le dire, ça fait peur. Christophe Guyot. Oh, ça c'est bien fait. Alors, Guillaume. Ah. Alors, je sais pas qui. Il faudrait faire des cours d'écriture à mon école. Eric, il va. Duvauchel. Voilà, Duvauchel. Guillaume on va Duvauchel, dire ça doit être Duvauchel. Ouais, ça doit être Duvauchel. Je pense. Voilà, on va le montrer à la caméra pour que éventuellement peut-être qu'on peut se rapprocher sur celle-ci. Je sais pas si on voit mieux. Voilà. Donc ça, c'est vous qui avez gagné le casque Johan Zarco Replica. Merci Christophe d'avoir fait 7 heureux pour ce soir. Et ben justement, on enchaîne avec Christophe parce que place à l'invité d'After Sunday. Alors Christophe, tu es invité ici en tant que team manager du GMT 94, tu as réagi un petit peu sur l'actualité du MotoGP. On a parlé du FSBK, on y reviendra un petit peu rapidement, il ne nous reste plus beaucoup de temps mais on va avoir le temps de parler de tout ça. La première question, c'est logique, c'est l'actualité, c'est ta présence en Super Sport 600. Ça va pas être agréable, mais globalement, j'imagine que tu dois pas être très satisfait de ce début de saison alors que tu avais un line-up extraordinaire pour jouer la victoire et la course au titre. Ça s'est pas bien passé pour différentes raisons. Jusqu'à présent, en tout cas. Oui, complètement. Alors après, je pense qu'il faut aussi rester
Vraiment, enfin, je pense que c'est très important, c'est de considérer aussi les bonnes choses. Hein. Oui. C'est bien sûr que on s'attendait vraiment pas à ça. Un début de saison, on s'attendait beaucoup mieux. C'est vrai que tout le monde nous voyait aussi dominer. Pour rien vous cacher, on se croyait pas mal. Mais bon, on peut pas bouder 2 pole positions sur 3 courses et 3 podiums, donc ça va pas bouder ça. Après, Jules Cluzel, il est vraiment donné, il est vraiment top. Il est vraiment quand même pas chanceux à Aragon. Ça ne peut pas dire le contraire. Pour moi, les 2 courses étaient à lui, c'est clair. Et bon, il est doublement malchanceux sur les 2 courses. Et puis après, voilà, on est aussi sur les circuits qui tournent. Vous savez qu'il est sélecteur à droite. Je ne pense pas que les 2 circuits qui suivaient étaient favorables. Il s'en sort quand même sacrément bien. Il fait encore des podiums. Non, je pense que plutôt au niveau de Federico Caracasolo qui a besoin de travailler. Ouais. J'écoutais avec beaucoup d'attention ce que disait Michel, c'était pour moi très intéressant. Ce qui se passe entre Vignales et Quartararo, le deuxième pilote qui refuse c'est pour moi d'entendre ça, c'est aussi intéressant en tant que manager de vitesse maintenant, et non plus d'endurance. C'était beaucoup plus facile à gérer en endurance parce qu'ils avaient une moto. T'es obligé de... Voilà. Là, donc ça me fait, ce que j'ai entendu de Michel me fait comme me conforter sur ce qu'on veut conseiller à Federico Caracasolo, d'accepter de prendre les réglages du pilote leader, c'est Jules Cluzel, même si on attendait peut-être un petit peu mieux de Federico, qui en même temps ne réalise pas vraiment, et je conclurai là-dessus, en fait il a fait une bonne course sur les 6, mais lui est très déçu. En fait il est 6e, mais il est qu'à 3 secondes du premier. La différence entre ce championnat 2021 et les championnats précédents, le niveau ne s'est pas relevé, au niveau en termes de chrono, c'est pas plus vite, mais il y a beaucoup plus de monde. C'est plus homogène. 6e à 3 secondes, avec Corentin Perlery, c'était jamais arrivé. C'est quand on est à 3 secondes, on est l'année passée, on était au moins sur le podium. Bon, faut l'accepter, faut le comprendre, faut accepter qu'il y a comme des pilotes qui sortent du lot, Gonzalez, Bernardi. Bon, on aimerait avoir des Français, mais il y a Jules qui tient vraiment la barque, qui est là et qui est solide. Il va être fort. Question, Alexis? Plein de questions, mais on va... vas-y Thomas, vas-y, pendant que Alexis consulte, vas-y, si tu as des questions, n'hésite pas. Même Michel, n'hésite pas. Non, après, moi, je sais quoi, toi aussi, tu étais un peu dans le dur direct, mais du coup, moi, j'ai déjà posé la question à Rémi, ton fils. On voit Luca Bernardi qui performe bien, et derrière, on sait que c'est Bardal encore. Comment t'expliques justement le fait que, encore une fois, la Bardal est toujours derrière, et on a toujours cette Bardal toujours... Non mais très, très honnêtement, très sincèrement, j'ai pas d'explication. Ce que tu dis, c'est vrai que c'est un constat, c'est factuel. Maintenant, on est convaincu, et Jules Cluzel tout à fait en accord avec moi à ce niveau-là, qu'on peut gagner quand même. Donc bien sûr qu'il y a un truc qu'on comprend pas. Il y a des choses qui sont étonnantes, mais on peut, tant qu'on n'a rien, qu'il n'y a pas de... Enfin, ils sont contrôlés, il n'y a pas de... Non, je veux pas mettre en doute quoi que ce soit. Nous, on suit un règlement, on voit par exemple le Team Tenkat, qui comprennent pas. Alors eux, ils sont montés au créneau. Je sais que par rapport à nous, je sais que Dominique Egerter se plaignait au niveau de son team de ne pas avoir une moto comme la GMT 94. Alors la Bardal, on n'en parle même pas. Mais c'est-à-dire que ça n'empêche pas Egerter d'avoir gagné des courses. Et c'est ce qu'il faut regarder. Et Jules Cluzel à ce niveau-là, il est à fond dans cette logique. Peut-être qu'il y a quelque chose en plus, certainement, peut-être ou pas, peu importe. C'est pas très grave, on peut gagner. Il t'a surpris, Dominique Egerter, pour son arrivée dans la catégorie? C'est solide, ses premières courses? C'est pas, pour moi, surprendre n'est vraiment pas le terme. On y avait pensé, il a failli rouler chez nous. La seule raison pour laquelle il n'est pas venu chez nous, c'est parce qu'il va manquer une course. Barcelone, parce que il est inscrit en Moto E. Et quand on a découvert ça avec son frère, avec qui on s'entend vraiment très bien, avec Dominique qui m'écrivait encore hier, on a des relations vraiment assez sympas. Non, ça ne peut pas être une surprise. On avait vraiment beaucoup pensé à lui pour tirer aussi le team vers le haut. Donc c'est un top pilote. On passe au championnat de France, on disait qu'on allait en reparler parce que on se rapproche de l'échéance, parce que le championnat du monde fera étape à Manicourt début septembre, et avec la fédération tu as proposé d'amener le leader du classement provisoire après Manicourt le 5 juillet. Voilà, 5 juillet, d'amener donc le leader du classement provisoire en tant que wildcard sur le championnat du monde Superbike à Manicourt. Comment ça c'est venu, et surtout comment tu le suis, et est-ce que Ludovic Cauchy, parce que tu vas peut-être pas, c'est pas méchant contre lui, mais Valentin Debise, on sait ce qu'il est. Je pense que c'est Ludovic Cauchy qui pour l'instant est le mieux placé, c'est ça, on va dire ça comme ça? Le mieux placé, c'est le leader du championnat, c'est donc Valentin Debise. D'accord. En fait, on tient à faire du sport. Peu importe l'âge. Peu importe l'âge. Encore une fois, c'est un projet pour les jeunes.
D'accord. C'est un projet vraiment pour encourager la jeunesse. Mais on doit respecter les valeurs du sport. Je sais que c'est pas facile. Il faut vraiment convaincre de tous les côtés. Yamaha, la fédération, même si Sébastien Poirier me suit complètement à ce niveau-là, c'est pas facile. Il a des services aussi. Mais attendez, c'est un projet jeune et puis ça va être un pilote de 29 ans. Oui, mais heureusement qu'il est là, Valentin Debise. Il tire vers le haut. On a eu un champion de France avec Maximien Beau, à qui on a offert une wildcard, tout frais payé il y a 2 ans. Ça n'a pas été une réussite, parce qu'il manquait des choses. Donc la fédération, déjà, va nous aider sur un point majeur, ce qui a été déclaré par Sébastien Poirier, le président de la fédération. Déjà, aider les jeunes à hausser le niveau de jeu. Là, il organise des stages avec Caroline Castillo, la DTN. Ça, c'est extraordinaire. Mais en même temps, il ne faut pas non plus donner un cadeau comme ça. Ça ne doit pas être un cadeau empoisonné. Donc si le meilleur... Et puis il ne faut pas qu'il y ait de contestation possible. Pour moi, la sélection, ça ne doit pas être arbitraire. C'est pas parce qu'il pèse combien, quel âge il a. Non, le résultat. C'est très important. Si Lucas Mayas n'avait pas été retenu pour être champion du monde, l'année où il est champion du monde, par Yamaha parce qu'il avait 27 ans et qu'il y avait des jeunes de 22 ans derrière, on n'aurait pas Lucas Mayas champion du monde. Ouais, c'est le talent pur qui doit être. Et l'important, c'est aussi donner cet espoir à la jeunesse. Parce que la jeunesse, elle est là, elle regarde Debise maintenant avec des yeux avides. Et j'en ai parlé d'ailleurs avec Vincent Falcon, qui est hyper content de voir que grâce à Debise, le championnat de France prend de la hauteur, ramène du monde, donne envie. Et on sait où est la référence. Ah oui, c'est sûr que vu les prestations même qu'il a fait encore ce week-end à Pau, Valentin, les jeunes, ils ont les dents qui poussent et qui raillent par terre, mais pour l'instant, ils n'arrivent pas à le... Et Valentin, moi j'en parlais avec lui il n'y a pas si longtemps, certes, il n'est plus un jeune du paddock, mais s'il est en championnat de France et en championnat d'Allemagne, aussi. Et s'il fait que de la vitesse et pas de l'endurance, c'est parce qu'il croit dur comme fer à poursuivre sa carrière, sa montée en puissance en vitesse et à faire du mondial. Donc je pense que ça peut être une belle opportunité pour lui de faire cette wildcard. Et puis on rappellera qu'il roule Kawasaki, Valentin Debise, donc c'est tout à ton honneur aussi de lui offrir cette opportunité. Il roule Kawasaki, il roule Dunlop, il roule... C'est d'abord aussi à l'honneur d'Éric Deseine, de Vincent Thomeray, Éric Deseine, le numéro 1 Yamaha Europe, le patron Yamaha Europe, et Vincent Thomeray, qui au début ne comprenait pas trop quand même. Il dit oui, mais en fin de compte, c'est plus embêtant pour Kawasaki que pour Yamaha. Alors, merci Kawasaki quand même, parce que l'esprit sportif de Fabien Rollo, que j'ai eu, donc responsable Europe de Kawasaki, à qui, quand il fallait quand même être un petit peu fair play et lui dire, bon, est-ce que ça te gêne, il voit bien que c'est gênant pour eux. Mais en même temps, il dit, on fait aussi du sport et je ne peux pas refuser ça, je ne peux pas refuser un pilote. Parce que ce qui est important pour revenir à l'âge, ce qui est important, si on veut aider les jeunes, c'est montrer qu'à 30 ans, on peut être bon aussi. Jules Cluzel, à 32 ans, il peut être champion du monde. Il se bat pour ça, il se bat pour gagner des courses. Donc si on donne aussi la notion de longévité à la jeunesse, je pense que c'est aussi lui donner beaucoup d'espoir. Alors, sur le coup, c'est frustrant. Il y a des parents qui m'ont appelé, quand même, vous ne prenez pas un jeune de 20 ans. Mon fils, il a 20 ans, il est bon. Il faut qu'il soit devant Valentin Debise. Donc, c'est du sport, c'est dur, mais en même temps, c'est important. Et puis, entre la frustration de ne pas y rouler, parce qu'on sent qu'on est bon, Ludovic Cauchy, managé par Adrien Moria, c'est comme du haut niveau, ça va vite, il a gagné une course face à Debise. Tom Berceau, il a fait une pole face à Debise. Ils sentent qu'ils sont pas loin du truc, parfois. Mais le résultat, et voilà, c'est pour en même temps les aiguillonner, les pousser, les motiver, et c'est le sens du projet. Alors, une question de Céline de Toulouse. Christophe Guyot, as-tu déjà rêvé de travailler en MotoGP ? Évidemment, je ne ferai pas le contraire, mais c'est un long sujet que j'ai eu aussi avec Éric Deseine, entre la voie vers les Grands Prix ou vers le Mondial Superbike. Après, mon ADN, mon identité, ma passion, ce que j'aime, c'est quand même le Superbike. C'est des machines issues de la série qui permettent à tous de courir. Le Superbike, c'est quand même le plus haut niveau national dans tous les pays du monde. C'est-à-dire que quand vous êtes champion de France du Superbike ou du Supersport, ça dépend des pays, de la notion de haut niveau, mais c'est quand même là. Il n'y a pas de MotoGP, de Moto2, de Moto3 qui courent sur le plan national. Et après, il y a un championnat du monde qui s'est construit à partir de là, qui peut donner l'espoir à tous. Et c'est ce qui me plaît. Alors bien sûr que MotoGP, c'est le sport moto, on ne va même pas discuter, c'est le top. Bon. Mais le Moto2, le Moto3 aussi. Mais j'aime m'investir dans les projets
où la porte est ouverte pour tous. Alors justement, ça sera la dernière question. C'est ce que j'avais posé comme question. Quid de 2022? Parce qu'on a entendu beaucoup de choses, Christophe, tu parles beaucoup. On t'a pas caché ton envie justement de monter en Superbike. Et les dernières infos que j'ai entendues, ça serait peut-être de garder une 600 malgré tout en Supersport et d'avoir une machine en Superbike. Oui, non, qui, quand, où? C'est simple comme question. Ben écoutez, laissez-moi en discuter aussi. Bon, j'ai envoyé, c'est marrant, tu me demandes ça, mais c'est vrai, à 14h, j'ai envoyé un petit mail à Eric de Sel, mais bon, quand est-ce qu'on en discute? Parce que c'est vrai que c'est avec Eric que je suis en train de construire vraiment quelque chose de fort. Très sincèrement, rien n'est défini à ce niveau-là. Je suis partagé entre plusieurs projets. Mais ce qui est certain, c'est que le Superbike, il n'y a pas d'autre solution. On doit y accéder maintenant. Est-ce qu'on garde aussi un pied en Supersport pour aussi permettre aux jeunes de rêver, réoffrir des wildcards? Est-ce qu'on peut trouver d'autres solutions pour offrir des wildcards quand même? Parce que c'est tellement important. Et des wildcards peut-être pas... Enfin, puis... participer à l'évolution des règlements pour qu'il n'y en ait peut-être pas qu'un seul pied de wildcard invité. Si le règlement le permet, on pourrait peut-être en accueillir plus que ça. Et redonner vraiment de l'envie, de l'espoir à tous. Donc, très sincèrement, la base sera de permettre à tout le monde de courir. Si deux Superbikes et qu'on peut soutenir des équipes en Supersport derrière qui permettent d'accueillir des pilotes français et puis de permettre d'accéder ensuite au haut niveau, même si Supersport c'est déjà du haut niveau bien sûr, mondial, y compris le championnat de France d'ailleurs. On va poser tout sur la table. Maintenant, c'est vrai que ce que j'adore, c'est le Superbike et qu'il faut qu'on y soit en 2022. Bon, même avec l'évolution du Supersport justement, qui devrait évoluer là prochainement avec l'arrivée des Je crois qu'il a quelque chose, mais il ne voudra pas le dire. D'accord. Il ne va pas le laisser ce soir, Christophe. C'est pour ça que je posais. On a bien compris où il voulait en arriver. Bon, ben, on te réinvitera, Christophe, parce qu'on arrive au terme de l'émission. En tout cas, merci de toujours partager ta passion avec nous. Merci, Michel. Assen, c'est dès le week-end prochain. C'est samedi ou dimanche d'ailleurs? Non, c'est dimanche. C'est dimanche, c'est ça, on est d'accord. Pronostic, vainqueur, vite, Michel. Fabio Quartararo. Fabio. D'accord. Alexis? Fabio. Zarco. Bien. On est au moins deux à soutenir Johan, c'est bien. Voilà, on espère que vous avez passé... Attends, non. On parle pas de soutien, là, on parle de pronostic. De pragmatisme. Il a fait la pole en 2017. Ouais. Bon, en tout cas, merci messieurs, merci Christophe, merci de nous avoir suivis. On se retrouve donc lundi prochain pour After Sunday et on parlera du débrief du Grand Prix d'Assen, Grand Prix des Pays-Bas. Merci de votre attention et à la semaine prochaine.